Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, sans doute du fait de son âge canonique et des acquis de son immense expérience, se méfie instinctivement des emballements critiques, des petites montées de hype que connaît plusieurs fois par an le monde du 7ème art, avec cet art pas très subtil de nous survendre ce qui s'avère souvent être des baudruches dégonflées aussi secs. Aussi, c'est avec un poil de circonspection que nous attendions de jeter un œil à Sans un bruit, déjà vendu outre-Atlantique comme un petit phénomène horrifique, usurpé ou pas. On va en juger, on va voir ça avec un duo de bruyants mais sympathiques lurons réunis ici à l'antenne Paris, Julien Dupuis, salut Julien, et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas Luron, mais néanmoins ami. Mais tout à fait, c'est nos ciné épisode 147 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Sans un bruit, Quiet Place en VO, le titre porte en lui un premier résumé de l'intrigue. Nous sommes en 2020 et c'est un tout petit peu la merde sur Terre puisque l'humanité a été quasiment rayée de la carte par de mystérieuses créatures dont la particularité est de réagir au son et de buter sans ménagement tout ce qui fait du bruit. Sur ces prémices, le film nous envoie sur les traces d'une famille de survivants, les Abbott, Emily Blunt et John Krasinski jouant les rôles des deux parents, Evelyn et Lee, dont la survie et celle de leurs enfants est liée à leur maîtrise de la langue des signes, mais la grossesse arrivée à son terme d'Evelyn va leur faire courir de très gros risques. Who are we if we can't protect them? We have to protect them. Derrière la caméra, c'est Krasinski lui-même et outre Blunt, au casting on trouve Noah Jupe et Millicent Simmons, la seconde jouant le rôle de Regan, la fille aînée du couple qui a la particularité d'être sourde et ça a son importance dans l'histoire, Simmons ayant été choisie parce qu'elle est elle-même malentendante. Votre avis sur ce Sans un bruit, messieurs? Je suppose que c'est Julien qui commence parce que c'est un peu l'usage, quelque part, quand nous avons cet appareillage c'est le plus luron des deux. Moïsaki, c'est vrai que c'est le plus luron des deux. Ah là là. Bon bref, je trouve que c'est un film assez triste, enfin moi qui me rend un peu triste parce que c'est un film qui, moi tel que je le vois, est sacrifié par son dernier acte en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui a plein de bonnes choses, qui a en tout cas des intentions extrêmement nobles, qui a des idées très, très, très jolies, j'y reviendrai et tout. Une véritable intégrité, je pense qu'il y a un vrai amour de Krasinski pour son sujet, une vraie implication aussi. Mais le problème, c'est qu'en fait, on en ressort avec un... Enfin, je vais être obligé de spoiler, c'est difficile de parler de Sans un bruit sans spoiler. Alors on va dire qu'on va commencer à spoiler à partir de maintenant. Ouais, si vous n'avez non, pas mais même vu de le toute film façon, et que je pense vous qu'on avez... va être obligé. Je pense que Stéphane, le connaissant, il va être encore plus Il vilain que moi là-dessus. dès la première phrase. Non, mais en fait, c'est très problématique parce que tu es obligé de parler en fait de ce dernier acte en fait pour parler du film, il me semble. Oui. Hein. C'est-à-dire que on se retrouve avec un... Basiquement, je dirais à partir du sacrifice du père. Ah. Non, car Ah là, ouais, c'est moi qui spoil quoi. non, mais c'est un point important. Quand le parce père que, lâche une caisse, parce que que tout le monde le mange. Il y a un truc où Donc moi, le père se sacrifie pour sauver ses enfants. pour sauver ses enfants, voilà. Donc En faisant du bruit. c'est vraiment la toute fin, hein, ça, en c'est faisant bien. du bruit et le alors, c'est pas tout à fait tout ça. c'est 15 minutes avant la fin. Mais du coup, moi j'ai eu l'impression en fait d'avoir affaire à un truc qui n'était pas terminé. Alors pourquoi c'est pas terminé? Pourquoi le scénar n'est pas terminé? Mais en fait, je pense que le scénario était terminé en fait. C'est juste que les personnages ne sont pas accomplis. Je pense qu'il y a des bonnes intentions, qu'il y a des bonnes choses en fait qui sont amorcées, mais le scénario n'est pas accompli. Et d'ailleurs, je trouve que le film se termine totalement en nœud de boudin, avec une espèce de petite feinte de plan qui mise entièrement sur le charisme en fait d'Emily Blunt, qui est très charismatique, hein, qui est super, mais qui fait un truc qui est super bizarre dans ce dernier plan et qui ne cadre pas du tout avec son personnage. C'est surtout qu'en fait, c'est censé appeler une suite. Et une suite, en fait, où si tu suis la logique de ce plan, bah, en fait, il pourra plus s'appeler Sans un bruit, quoi. Non, mais je pense que... C'est très étonnant. Quoi. Oui, enfin bon, c'est pas... Pour moi, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà... Après, il s'appelle pas Sans un bruit en VO. Hein. Ça, c'est la traduction. Ça sera plus une Quiet Place non plus. Ça sera plus une Quiet Place. Mais, après ce qu'il a pris en tête, Noisy Place. Et tout est un peu à l'avenant. C'est-à-dire que la façon de gérer les créatures, l'évolution, en fait, des gamins, tout est un peu expédié comme ça, et ça te laisse un vrai goût de trucs pas finis, quoi, et puis de pas accomplis et tout. Et c'est dommage parce que moi, pendant tout le film, c'est pas un film génial, c'est pas un film absolument démentiel, mais c'est un film que je trouvais attachant. Déjà parce qu'il se trompe pas de sujet, il se trompe pas d'échelle en fait d'histoire, ce qui est pas forcément évident. Par exemple, il y a un film que j'aime beaucoup
qui est The Girl with All the Gifts, là, qui est sorti il y a 1 an, qui ressemble beaucoup à The Quiet Place sur pas mal de points, y compris dans la gestion des ennemis, dans le fait que les ennemis réagissent au son, etc. Et c'était un film qui, je trouve, se trompait d'échelle. C'est-à-dire qu'à un moment, les personnages arrivaient dans une grande ville, il y avait beaucoup plus d'ampleur, etc. Et il y avait un problème en fait d'enjeu. C'est-à-dire que à ce moment-là du film, tu étais concentré sur des petits personnages, etc. Là, je trouve que Krasinski, par exemple, il se trompe pas là-dessus du tout. C'est-à-dire qu'il assume pleinement le fait que ces bestioles, tu sais jamais d'où elles viennent et jamais on te le dira. Donc c'est juste une menace et puis c'est tout. Et moi, je trouve ça très bien comme ça. Il y a jamais d'enjeu avec éventuellement il pourrait y avoir quelqu'un à côté, etc. Non, il y a que dalle avec ça. Et d'ailleurs, il y a un petit truc avec ça, mais qui est presque en trop en fait. Et c'est peut-être la seule faute en fait là-dedans. Donc ça, c'est assez tenu. Et puis en plus, je trouve qu'il y a des petites idées de narration et de mise en scène du coup qui me plaisent bien. Je pense notamment au fait que les personnages, pour évoluer sans faire de bruit, tracent des chemins en fait en sable et ça te donne du coup des lignes sur à la fois le déplacement des personnages, de là où ils vont, là où ils viennent, là où leurs chemins peuvent se croiser, etc. Et parfois, de temps en temps, dans le film, dans les rapports à l'intérieur de la famille, ça donne des choses vraiment, vraiment sympathiques, vraiment intéressantes. Et puis, il y a l'autre truc qui est lié typiquement au film d'horreur, qui est que le film d'horreur fonctionne aussi sur la privation de ce qui nous définit en tant qu'humains et de ce qui nous rend vivants, pour que en sortant de la salle tu te dises mais ça y est, j'ai ça. C'est pas tous les films d'horreur, je veux pas faire de généralité là-dessus, mais il y a quand même une grosse partie de films d'horreur qui fonctionne. C'est un truc récurrent. Voilà, un truc récurrent. C'est pas la première fois qu'on a des monstres qui réagissent que au son. Il y avait même un film de merde, je me souviens, au début des années 2000, qui s'appelait The Cave, je crois, mais je me rappelle plus du titre français, Le Sanctuaire ou quelque chose comme ça, avec des monstres comme ça, c'est qui réagissaient au son. C'est un truc qui se passait sous terre, etc. Donc dans The Girl with All the Gifts, c'était déjà le cas et tout. Mais ce qui est intéressant, je trouve, chez Krasinski, c'est que il a réfléchi justement à qu'est-ce que ça te fait en fait de plus avoir de bruit. Et j'aime ça en fait. J'aime que la maman enceinte, tout à coup, ce qui la lie aussi à son bébé, c'est d'entendre les battements du cœur du bébé. Oui. Et c'est ce qui lui signale en fait que son bébé, il est là et il est vivant. J'aime le fait que quand ils aient des échanges, quand il y a un dîner familial, ils puissent pas échanger, ou que quand ils fassent un jeu, ils puissent pas rire. Je trouve que tout ça rajoute un état en fait pas d'angoisse, mais un truc un peu malséance, de mal-être qui est plutôt bien vu. Donc c'est dommage, mais c'est pas un film du tout désagréable, mais c'est un film qui est pas très satisfaisant, quoi, et qui du coup fait un peu l'effet c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, quoi. Voilà. Stéphane. Ouais, c'est le moment où on fait good cop, bad cop, en fait. C'est ça. Ouais. Et en plus, c'est chiant parce que je suis plus ou moins d'accord avec Julien sur c'est un film qui n'est pas désagréable. C'est un film qui est assez, qui a du cœur, qui essaye de faire les choses bien. Qui, je pense, est un film concept, mais c'est un peu son problème, en fait, aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'en essayant justement de sortir de ce côté concept, en fait, si tu veux, pour essayer vraiment de tracer des personnages qui sont liés à... c'est assez classique, mais qui sont liés à un drame qui arrive en ouverture, qui pose une certaine culpabilité. On peut le spoiler aussi, vu qu'on a spoilé la mort du père. C'est l'enfant qui meurt au début. Sorti. Voilà, le gosse meurt au début, et ça donne toute la dynamique de culpabilité entre le père et la fille, etc. Et voilà. Mais tout ça... Culpabilité reportée aussi sur la mère. Enfin voilà, voilà. Ça tout ça, c'est des trucs où, pourquoi pas, encore une fois, il y a un peu de cœur et tout ça. Donc c'est vrai que tu peux le regarder comme une bonne petite série B, pas désagréable à voir, tu t'embêtes pas, etc. Moi, après, le problème, justement, c'est que moi, ce que j'aime dans des œuvres concept comme ça, c'est quand ils essayent d'aller jusqu'au bout de ce concept. Et le problème, en fait, c'est que je sais que c'est pas le titre original, mais quand tu fais un film qui s'appelle Sans un bruit ou Quiet Place, en fait, il faut éviter de mettre du bruit tout le temps. Et c'est ce que fait le film tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, t'as pas de silence. T'as vraiment pas de silence, en fait. C'est-à-dire que déjà, le silence aux États-Unis, dans les films américains, c'est compliqué. Le silence, ça n'existe pas. Oui. Je pense qu'ils ont peur que les gens se fassent chier, donc ils mettent déjà 10 décibels de vent. Les gens disent qu'il y a un problème avec la copie. Voilà, c'est ça. Non, mais ils te mettent 10 décibels de vent pour que tu
sentes l'ambiance et tout, quoi. Et là, déjà, tu as ce problème-là. C'est-à-dire que même quand tu le regardes dans une salle de cinéma où en gros, si tu veux, c'est censé être projeté correctement, bah, tu as, tous les moments où personne ne parle, où ça joue que sur l'ambiance, et bien tu entends un comme ça, tu vois, quoi qu'il arrive. Et l'autre problème, c'est que c'est un film aussi qui joue sur les jumpscares, quoi, et pas mal, tu vois. Et du coup, en fait, si tu veux, bah, quand même, ne serait-ce que la scène de l'accouchement. Julien n'est pas d'accord. Julien me regarde en tirant la gueule, Il là. lève les yeux au Mais ciel, la scène de l'accouchement où la nana, en fait, elle sait qu'elle doit pas faire de bruit, elle pose sa putain de main sur le truc. Mais t'en as plein des moments comme ça, en fait, dans le truc. Franchement, justement, des trucs où ils ouvrent le truc, où t'as le cric, où t'as le machin, et en fait, si tu veux, t'as plein de moments comme ça, en fait, si tu veux, où le son est sur travaillé, tu vois. Et qui en plus viennent des persos, donc c'est un problème, parce que c'est-à-dire que moi je veux bien que la gamine au début elle soit un peu un petit peu qu'elle se dise c'est pas grave, je lui enlève les piles de la machine, il part avec, et en fait finalement le gosse il reprend les piles, ça j'achète, tu vois, pourquoi pas, quoi, tu vois, et du coup ça fait du boucan, il se fait attraper, ça c'est la scène d'ouverture, voilà. Mais bon, quand la mère elle sait qu'elle est la première à réprimander tout le monde, il faut pas faire de bruit en fait en faisant le truc, et puis qu'elle est la première à taper sur le truc pour rappeler son mari, tu vois, enfin tu te dis bon, c'est tout ça pour faire foutre la trouille aux spectateurs, quoi, tu vois, c'est un peu chaud, quoi. Et l'autre truc en fait, si tu veux, c'est que je pense que alors ça m'étonnerait franchement que les mecs ils aient pas joué à The Last of Us, quoi. Mais vraiment, hein, tu vois, parce que moi je pensais à ça tout le temps en fait pendant le film. Et mine de rien, en fait, si tu veux, moi c'est pas un jeu qui m'a fait délirer, loin s'en faut, quoi, mais je sais que ça a une très grosse popularité. Moi j'ai bien aimé. Et qui fonctionne sur ce type d'ambiance, ce type de personnage, ce type d'interaction entre les gens et ce type de créature. Donc le truc c'est qu'à un moment donné ça commence à faire beaucoup en fait, si tu veux, pour une adaptation non officielle. Et voilà, donc voilà, pas du tout officielle. Mais The Last of Us a chopé un truc. Oui, mais je pense que c'est pas The Quiet Place, c'est loin d'être le premier film qui a été impacté par ça, ou en tout cas où on trouve des similitudes, oui. Et y compris sur des films qui étaient antérieurs à ça. Et je pense que c'est au-delà en fait du plagiat. Je pense que The Last of Us, qu'on aime, moi je suis comme Stéphane là pour le coup sur The Last of Us, je délire pas sur le jeu. Mais il faut reconnaître que The Last of Us a réussi à cristalliser un truc. Et c'est en train de devenir presque un sous-genre, en fait. Et je trouve que oui, c'est vrai que The Quiet Place, on a un nouvel exemple. Mais c'est pas le seul, c'est pas la première fois. Hein. Ouais, en tout cas, là, c'est vraiment quand même assez flagrant, quoi. Y compris, je veux dire, encore une fois, la barbe de Krasinski, enfin tout ce que tu veux, quoi. Tu vois, Krasinski c'est quand même The Office à la base, hein, tu vois, il est connu pour ça aussi, si tu veux. Donc voilà. Bref, donc le truc, un peu de respect. Non, mais mais en plus j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt un bon acteur en fait, et un type intéressant, je pense à exploiter. Même par exemple, on s'y attendait pas, mais même la façon dont Michael Bay l'utilise dans 13 Hours, tu t'attendais pas à voir comme héros d'action. Il était vraiment. Michael Bay qui produit sans un bruit. Ouais, tout à fait. Et en fait, je m'étonne que tu en dises du mal du coup. Bah non, mais les prods de Michael Bay en général, c'est pas ce qui me fait le délirer, hein. Voilà, et le truc, mais ceci étant dit, dans leur truc de film d'horreur, alors peut-être qu'il y a un meilleur exemple, mais moi je pense que c'est leur meilleur film, hein. Parce que Platinum Dunes, là, je sais pas si c'est encore eux, c'est pas cette boîte là qui a un petit peu disparu depuis 3-4 ans, quoi. C'est quand même une série de remakes de merde. C'est Vendredi 13, c'est Freddy, beaucoup et que des trucs en fait qui ont donné absolument zéro suite, alors qu'en fait ça se base sur des franchises qui dans les années 80 étaient assez énormes, quoi. Après elles avaient la qualité, c'était la qualité que c'était, mais voilà, quoi. Et je crois qu'ils voulaient faire un remake des Oiseaux, enfin tu vois, c'est des trucs comme ça, hein. Donc bref, et ils ont fait Hitcher, enfin bref, laisse tomber. Et le truc c'est que mais je pense que justement la surfacture du film, c'est-à-dire la surproduction du film, elle vient de là aussi, c'est-à-dire que ils savent, en fait, si tu veux, je sais qu'aujourd'hui dans le cinéma hollywoodien ça fait mesure de petits films parce que c'est un film à 15 patates, tu vois, certes avec des stars, mais c'est pas des stars comment dire de cinéma à proprement parler, hein. Krasinski, Blunt un peu plus, mais Krasinski, voilà. Et le truc, c'est que je sais qu'il y a cette logique en fait de faire un tout petit film, encore une fois un film concept, mais comment dire, en étant tellement, à travailler tous les éléments pour faire en sorte que le spectateur soit sûr de pas se faire chier une seule seconde sur un film où tu pourrais légitimer un tout petit peu justement, de temps mort et ce genre de choses pour justement
faire ressortir la terreur pour le spectateur et le jeu de la mort, tu vois. Enfin, le jeu de l'horreur, le jeu du fantastique, tu vois, parce que pour moi, c'est ça, le fantastique, c'est regarder la mort en face. Le truc, si tu veux, c'est que là, le film, littéralement, ne fait pas ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un film sur-rythmé, voilà. Avec, effectivement, des gros problèmes d'écriture. Julien a parlé de cette mécanique, en fait, autour de, comment dire, la culpabilité du père et la façon dont c'est amené, qui est effectivement un peu légère, je trouve. Pareil, si tu veux, tu avais des bonnes idées de scène, comme par exemple le truc où il tombe dans le silo et il s'enferme, mais c'est pareil, c'est surproduit en fait dans la façon de présenter ce truc-là. Et puis aussi, des moments où tu te dis, mais attendez, vous aviez un truc vous pouviez être sans le son, et en fait vous passez votre temps à être ailleurs. Je comprends pas la logique, tu vois. C'est-à-dire quand ils sont dans le reste de la baraque, en fait, si tu veux, parce qu'ils ont une pièce qui est soundproof. Alors c'est expliqué quand même. Ah ouais, parce que moi, en fait, à un moment donné, quand je regardais le film, je me dis, mais si ce truc existe, en fait, c'est un truc qu'ils ont jamais osé tester, et qui venait de terminer. Tu les vois terminer au début du truc, et qu'ils ont jamais testé, et que là, elle est obligée, un test parce qu'elle perd les os beaucoup. C'est un accouchement prématuré. C'est difficile de le tester en faisant une partie Scrabble en bas. C'est chaud, quoi. Si l'échec du test se fait buter, compliqué. Moi, je trouve ça assez, Il n'est pas convaincu. Pas très convaincu par le truc. Très bien. Mais voilà, c'est difficile. En fait, si tu veux, j'ai l'impression quand même que, pour être tout à fait honnête, parce qu'on est des vilains critiques, tu vois. On tape dessus parce que c'est un gros succès. Je veux dire, ça serait un film qui passerait à l'as, on serait peut-être un tout petit peu moins, tu tapes dessus surtout. Non, mais on serait peut-être un tout petit peu moins. Non, mais c'est voilà, moi ce qui me fait toujours un peu peur avec ce genre de film, c'est ce que ça va donner. Non, mais c'est ce que ça va donner en fait avec le truc, quoi. C'est-à-dire que en fait, il faut être honnête, un peu de manière subjective, le film nous arrive. Enfin, moi j'aurais aimé que ça soit une flèche, le film. J'aurais aimé que ça soit mortel, et puis que je veux dire, voilà, j'aurais, je pense, les mêmes critiques, les mêmes réserves, les mêmes problématiques. Mais je me dirais, ça détonne un tout petit peu, dans le paysage. C'est-à-dire que ça reste dans une logique. Moi, avant même d'aller voir le film, j'avais oublié que c'était Michael Bay. Je pensais que c'était Jason Blum qui avait produit le truc. Je me suis dit, ça coûte un peu cher pour Jason Blum, tu vois. Mais et c'est un peu surproduit pour du Jason Blum aussi. Mais voilà, c'est quand même mieux que du Jason Blum, tu vois. Enfin, en tout cas, là, tous les films. Non, mais j'enlève les films d'auteur de Jason Blum, les Shyamalan et les Get Out ou ce genre de trucs, tu vois, où ça c'est discutable. Mais toutes les crottes The Purge, et toutes les crottes à 3 patates là, et à $20 millions de market, voilà, tu vois, je fous dehors, tu vois, je fous à la poubelle les Unfriended, les merdes comme ça, tu vois, les trucs comme ça, bon bref. Et donc, donc c'est un peu mieux foutu que ça, mais c'est vrai que bon, c'est pas le grand classique. Tu vois. En plus, c'est là où tu te rends compte, en fait, un film d'horreur comme ça, quand tu vois tout de suite comment Scary Movie va le parodier, tu te dis... avec du bruit. Avec du bruit, quoi. Avec du bruit, avec des flatulences. Tu te demandes comment ils font caca, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question, qui n'est pas explorée, pas suffisamment. Parce qu'il n'y a pas de Scary Movie. S'il y a Scary Movie 6, ils vont direct, ils vont le faire. Ils vont aller là-dessus, forcément. Ou un reboot de Scary Movie. Ah oui, ça c'est une idée à pitcher, Stéphane. Une $1 million idea. Ouais. Avant de se quitter, messieurs, comme d'habitude, on offre à nos auditeurs de belles recommandations toutes fraîches. Évidemment, vous êtes libres de vous éloigner du fantastique ou de l'horreur. Par pitié, pas de recommandations Scary Movie. Soyez sympa. Julien. C'est Marco Beltrami et Buck Sanders qui ont fait la musique en fait de Sans un bruit, qui sont alors c'est Marco Beltrami qui est le plus connu, il avait été révélé par Scream après avec son travail avec Guillermo del Toro, etc. mais Buck Sanders c'est un mec super intéressant avec qui il bosse. Ils font des scores très conceptuels en général. Par exemple, sur World War Z, ils avaient joué sur des percussions à base d'os, ce qui était super intéressant, ce qui donnait un résultat vraiment passionnant. Donc là, ils ont fait la musique de The Quiet Place, qui n'est pas leur meilleur score dans l'horreur, loin s'en faut. Mais moi, du coup, je voulais en profiter pour recommander un autre score qu'ils ont fait pour un film d'horreur qui est vraiment totalement mal aimé et à juste raison, et aussi totalement oublié, qui est l'espèce de suite, de préquel, remake de The Thing. Oui. Le truc, c'est que Beltrami et Sanders, c'est des gros fans de Carpenter, c'est des gros fans de Ennio Morricone. Le score original de The Thing, qui est un score
ultra important dans l'histoire du cinéma d'horreur, était co-signé, on va dire, par Morricone et par Carpenter. Qui a jeté une bonne partie du score que Voilà, Morricone exactement. avait composé, qu'on a retrouvé chez Tarantino récemment. Voilà, et c'est ce qui est super intéressant, enfin, je trouve, dans le travail de Beltrami et puis de Bug Sanders, c'est que, alors, ils reviennent avec un truc qui est plus orchestral, moins tonal, moins minimaliste aussi, mais qui réussit, je trouve, à rendre un hommage et à faire une variation, là pour le coup littéralement, sur ces thèmes-là, qui est vraiment intéressante. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce score. Ça fait partie des musiques de films que j'écoute sans avoir aimé forcément le film. Et voilà, c'est ma petite reco. Reco musicale, j'adore. Excellent. Stéphane, ta grande œuvre se poursuit aujourd'hui ? Sur Clint. Bah évidemment. Tout à fait. Tu es lié par une obligation contractuelle. Voilà, donc... le film dont je vais parler, c'est un film qui a vraiment des connexions de très loin, évidemment, parce Je m'en doute. comme souvent, tu vois, voilà, mais qui, comment dire, qui a certaines logiques. J'ai pas envie de dire similaires parce que c'est pas vrai, mais en tout cas qui joue sur une espèce de logique d'Americana que tu retrouves dans A Quiet Place. Et c'est un film qui est assez... Ça se passe dans le Minnesota, le Wyoming, je sais plus, mais dans un état... Ça se passe dans des champs de blé. Voilà. Ok. Rural. Voilà. Comme dans Un monde parfait. Ah. Voilà. Qui est un très beau film de Clint Eastwood, qui est très mal aimé, en fait, j'ai l'impression, parce que c'est un film... Bah oui, parce que, en fait, c'est un film ça qui... avait été super bien reçu. Ouais. Alors, non, ça a été un bid à oui, l'époque de sa je te sortie en parle pas salle, de la critique et surtout un bid qui était inattendu de la part de la Warner, parce que tu avais Clint Eastwood plus Kevin Costner, qui étaient juste les deux stars majeures de Warner à l'époque, quoi, qui se réunissaient ensemble. Kevin Costner avec du bidon. Ouais, c'est son meilleur rôle pour moi, enfin qui est vraiment formidable en fait dans le film, dans le rôle d'un forçat en fait qui sort qui s'évade de prison et qui kidnappe un gamin, qui est un mec dangereux, qui kidnappe un gamin et qui va s'humaniser en fait au contact du gosse en fait en essayant de retrouver. Enfin, c'est une fuite en avant quoi dans le film. En fait, il est poursuivi par le shérif qui est incarné par Clint Eastwood. Sur fond, en fait, si tu veux, d'Amérique des années 60 et notamment. C'est loin de The Quiet Place. C'est loin et en même temps. Évidemment que c'est loin, mais de toute façon, quel film de Clint Eastwood ressemble à Quiet Place ? S'il te plaît, vas-y. Ouais, je sais rien. Alors, laisse-moi parler, laisse-moi faire ma reco. Est-ce que je t'embête pendant ta reco ? Donc voilà. Et c'est juste que j'ai vu des champs de blé, j'ai fait tiens, Un monde parfait. Hop. Et tac, du coup, je vais trouvé. parler de ça. Facile. Quoi, et parce qu'il faut parler d'Un monde parfait, c'est un très très beau film. Vous me coupez là comme ça et donc voilà, c'est un film qui encore une fois, donc ce que je disais, c'est le meilleur rôle de Kevin Costner pour moi, avec Waterworld. voilà, et c'est non et voilà, et donc je ne ferai pas de reco sur Kevin Costner. J'aime bien Waterworld, mais j'ose pas le dire, je vais encore le couper. Voilà, c'est ça, mais ce que tu ne fais pas là en l'occurrence, tu vois. Et Mad Max sur l'eau, voyons. Non, vas-y, donc Un monde parfait. Ouais, voilà. Un monde parfait. Ok. Voilà, non mais parce que si on peut plus parler. Non mais voilà, en fait, ce que je trouve assez intéressant aussi dans le parce que cette image en fait que tu retrouves aussi encore une fois dans A Quiet Place, en fait, elle convoque quand même une certaine Amérique, si tu veux. Et je pense que mine de rien, en fait, si tu veux, l'aspect un peu Americana en fait de Quiet Place est aussi fait partie du succès inhérent du film, parce que je pense qu'on s'adresse à une Amérique du milieu, tu vois, avec ce film-là aussi, quoi. Ou à une Amérique des bords qui fantasme l'Amérique du milieu. Peut-être aussi, ouais, voilà. Mais le truc, c'est que mine de rien, c'est dans Un monde parfait, en tout cas. Et c'était un truc que Clint Eastwood faisait beaucoup à cette époque-là, en fait, en tout cas cette année-là, en fait, et il l'avait fait aussi avec Dans la ligne de mire, qui convoquait en fait l'Amérique de JFK, en fait, et l'Amérique, en fait, la fin d'une certaine innocence, en fait, et voir le mec jouer avec cette imagerie 30 ans après, et surtout quelqu'un comme Clint Eastwood qui est comment dire. Qui est quand même, j'ai pas envie de dire représentatif de l'Amérique moyen dans le sens, voilà, mais qui en fait, en gros, est une des plus grosses stars, tu vois, iconiques et mythologiques des États-Unis. Voilà, ça avait un certain sens, quoi. Et surtout un type comme ça qui prend finalement le parti d'un tueur, d'un mec d'un type dangereux, si tu veux, et qui l'humanise énormément. Et ça, c'est évident même dans la façon dont son personnage traite la situation à la fin. Il n'y a pas que l'imagerie aussi de l'Americana, il y a aussi le tueur, le tireur d'élite, tous ces trucs-là dans le film, quoi. Voilà, c'est un film, moi je pense qui représente à peu près toutes les subtilités en fait qu'en général on refuse à Clint Eastwood. Quand on commence à se rappeler qu'en fait, il n'est pas seulement un cinéaste, mais aussi un être humain, quoi. Et je pense que c'est le genre de film qu'il est bon de revoir pour se rappeler à quel point c'est un très grand réalisateur.
un très grand homme. et notre père de substitution notre à tous. père à Voilà. tous. Mais voilà, Je tout pense qu'on peut simplement. le dire. Moi, je pleure Ça à pourrait chaque être le fois, papa hein. comme Krasinski le papa dans le film. C'est tu vois, ça. donc voilà. Voilà, il se sacrifie pour nous lui aussi. Exactement. Moi je pleure à chaque fois devant un monde parfait. Ah, je c'est tiens- magnifique, je tiens à hein, c'est préciser. magnifique. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Juliette et Quentin à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.